Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En Quête de Sens. Alors, le 8 mars dernier, nous avons fêté la Journée internationale des droits de la femme. L'occasion pour nous de reposer cette question. Est-ce que nos sociétés sont profondément patriarcales et racistes? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en œuvre pour combattre ces inégalités? C'est ce qu'on va demander immédiatement à nos deux invités que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors tout d'abord, Noura Amer, vous êtes coordinatrice de la Maison des femmes de Molenbeek, mais aussi présidente de l'ASBL Aoussa.be, Arab Women's Solidarity Association. On va parler avec vous dans 2 secondes de quoi retourne cette association. Et puis alors, Elie Adjieva, je le dis bien ? Tout à fait. Magnifique. Vous êtes directrice et fondatrice de Eurelise Médias et Communication et aussi vous avez créé Dialogue for Europe ASBL, une plateforme qui sensibilise les femmes à la citoyenneté. Alors, le propos d'aujourd'hui, justement, c'est de savoir si nos sociétés sont encore patriarcales et racistes. Est-ce que quand on vient d'une communauté étrangère et qu'on est femme, c'est plus compliqué que jadis, ou est-ce que ça va un petit peu mieux? Noura Amer, racontez-nous votre parcours. Vous êtes née au Liban et puis vous êtes arrivée ici en Belgique pour poursuivre vos études de psychologie à l'ELB. Et alors là, vous vous êtes dit, il va falloir faire quelque chose pour un petit peu promouvoir et secouer les femmes du monde arabe. Alors, effectivement, donc je suis née au Liban en 72. C'était le Liban en guerre civile, malheureusement. J'ai quitté le Liban quand j'avais 27 ans, donc je suis arrivée... c'était par regroupement familial que je suis venue, donc une arrivée classique pour les femmes du monde arabe, même s'il y a des femmes qui viennent pour d'autres motifs également. Je me suis inscrite à l'ULB effectivement pour continuer mes études parce que notre projet était de retourner au Liban. Donc j'ai fait un DES pour commencer. Ensuite, la situation au Liban ne s'améliorait pas, donc on est resté. Et j'ai fait une équivalence de ma licence et donc je me suis installée. Maintenant, j'ai pris quelques années pour perfectionner mon français, pour trouver une place au niveau de mon éducation universitaire, du travail. Et j'ai commencé à réfléchir plus à la question de la situation des femmes dans le monde arabe et ici. Donc, je suis née au Liban dans une famille conservatrice, mais ouverte au monde. Nous sommes 6 et tous et toutes universitaires. Donc, notre famille nous a vraiment poussés à l'enseignement. Ça nous a permis d'ouvrir nos horizons. Et donc, je suis venue avec un bagage. Pourtant, vous m'avez dit, ce n'était pas évident parce que vous étiez dans un petit village, donc plutôt d'un milieu rural, et vous avez dû commencer vos études par correspondance. Tout à fait. Tout à fait. Donc il a fallu du courage aussi. Tout à fait. C'était donc le milieu rural, l'éloignement de la ville. L'université, j'ai suivi mes études à l'université de Zahle, donc au centre du Liban. C'était un trajet de 2 heures le matin, 2 heures le soir. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, on étudiait à la maison, on allait présenter nos examens. Voilà. Donc, en arrivant en Belgique, j'ai découvert la paix. Pour la première fois de ma vie, j'ai découvert la stabilité, la prospérité aussi, d'une certaine manière, la liberté de se déplacer, la liberté en tant que femme également, l'égalité devant la loi en tant que femme. Et donc le contexte permettait un engagement plus actif, même si j'étais sensible à la question des droits des femmes déjà depuis toute petite, je pense comme toutes les filles et les femmes dans le monde, même si on n'a pas toujours la possibilité d'agir, parce que le pouvoir d'agir, ça porte son nom, c'est un pouvoir, et que toutes les femmes et les filles ne l'ont pas, malheureusement. Donc en Belgique, le contexte dans lequel j'étais, ça m'a permis de me lancer activement avec d'autres amis issus de l'immigration marocaine, algérienne. Et on a réfléchi en fait à la question des droits des femmes. On trouvait que les femmes originaires du monde arabe n'étaient pas assez représentées dans les milieux associatifs. Et quand elles étaient représentées, elles étaient plutôt
plutôt dans les associations d'alphabétisation. Et il y avait quand même pas mal de stéréotypes sur les femmes originaires du monde arabe, que des femmes soumises, analphabètes, etc. Et pour nous, ça ne reflétait pas du tout la réalité des femmes du monde arabe. Donc c'était nécessaire d'agir sur deux aspects. D'un côté, l'amélioration des droits des femmes originaires du monde arabe, qu'elles soient dans le monde arabe ou ici, et d'un autre côté aussi améliorer l'image des femmes originaires du monde arabe en Belgique et en Europe, en créant des ponts entre les cultures, en travaillant sur une autre image de la femme originaire du monde arabe. Voilà. On va revenir sur l'action d'Aoussa dans quelques instants. Je voudrais d'abord qu'Eli Adjeyaf nous raconte aussi son parcours. Donc vous, c'est plutôt la Bulgarie et la Turquie. Vous avez un parcours aussi très atypique. Racontez-nous. Oui, alors je suis née en Bulgarie et c'était l'époque communiste. Et malheureusement, dans les années 80, il y a eu une politique d'assimilation des minorités. Et comme je faisais partie d'un groupe minoritaire en Bulgarie, on a subi des changements de nom forcés et on nous a interdit donc, de parler notre langue parce qu'on était bilingue, on parlait turc et bulgare, comme je faisais partie de la minorité turque en Bulgarie, qui fait 10% de la population. Et donc, après avoir subi ces genres de politique qui nous empêchait de parler notre langue et de vivre librement notre culture et même notre religion. En 1989, le gouvernement bulgare a forcé une grande partie de cette population, donc 500 000 personnes, à quitter le pays. Donc mon père, qui était juge à l'époque, on lui a dit « vous avez trois jours pour faire votre valise, sinon vous allez en prison. » Donc on a été effectivement accompagnés. Moi, je me souviens, j'avais 6 ans. On était en convoi de voitures accompagnés par des polices et on n'avait pas le droit de quitter ce convoi parce que sinon on allait nous tuer. Donc c'est vrai que ces mémoires sont très vives. Et je me souviens qu'on se lavait dans une rivière à côté parce que ça ne bougeait pas assez le trafic. Bon, même si la Turquie n'est pas très loin de la Bulgarie. Grand chamboulement quand même, déracinement, chamboulement. Turquie, vous faites vos études. Voilà. Vous vous dirigez très, très distinctement et directement vers des questions d'économie et de politique pour un peu faire votre chemin, en fait. Oui, tout à fait. Un grand déracinement, donc une nouvelle vie. Ce n'est pas facile de laisser tout derrière, de s'adapter quand même à un nouveau pays, de parler la langue comme les autres qui vient de ces pays. Et donc, oui, vite, je me suis dit que j'aimerais peut-être m'engager plus dans la politique parce que j'aimerais pas prendre des mauvaises décisions que les politiques à l'époque ont pris pour nous. Et voilà, je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais c'est toujours un projet. Et voilà, depuis ce jour-là, j'essaie de m'engager. Et j'essaie de travailler aussi sur les droits de femmes. C'est pour ça que j'ai créé cette association et en fait j'ai des... Dialogue for Europe. Et elle agit dans quoi cette association Dialogue pour l'Europe? Alors, j'ai eu un parcours un peu spécifique en Turquie, en Angleterre, en France et en Belgique. Et donc, pendant lequel je me suis concentrée sur les métiers de l'Europe. J'ai aussi travaillé au Parlement européen. Donc, je suis une passionnée de ce projet européen qui nous réunit tous. Et je crois que c'est grâce à l'Union européenne que je sens que je suis quelqu'un avec plus de droits et qu'en tant que minorité, quelque part en Europe, je me sentirais plus intégrée parce que j'aurais plusieurs identités. C'est un peu comme dans le livre de Amin Maalouf, Les identités meurtrières. Justement, ils expliquaient qu'on pouvait avoir plusieurs identités. Moi, ça me rassure de l'avoir. Et finalement, voilà, c'est l'Union européenne qui m'a passionnée. Donc, je me suis trouvée beaucoup plus forte dedans, avec une unité de beaucoup de cultures, beaucoup de nations, beaucoup d'échanges.
Et voilà, avec cette association aussi qui est en France, qui s'appelle Citoyennes pour l'Europe, on s'engage pour que les femmes soient beaucoup plus actives au milieu politique, pour que les femmes aillent voter dans les élections européennes, pour que les femmes connaissent ce que c'est l'Union européenne, qu'est-ce que ça leur apporte et qu'est-ce qu'elles peuvent, elles peuvent gagner de ces institutions et de ces projets, de ces fonds, de ces programmes qui les soutiennent pour ouvrir une entreprise ou pour faire entendre plus leur voix. Et voilà un petit peu ce que... Alors, vous êtes toutes les deux la preuve que on peut dépasser ce patriarcat et ce racisme, puisque vous avez créé des choses. Et en même temps, ce que vous avez créé prouve aussi que le chemin est encore long et qu'il faut un peu lever la tête et motiver les autres femmes. Noura Amer, vous le voyez ça au quotidien avec l'association AOSA, il faut vraiment se battre chaque jour pour essayer d'acquérir les mêmes droits et vaincre les inégalités encore aujourd'hui. Alors moi je suis psychologue de formation, donc pour moi la psychologie de l'être humain est la même partout. Et je pense qu'effectivement le patriarcat il est partout et le racisme il est partout également. Donc, et on travaille sur ces deux aspects chez tout le monde parce que tout le monde peut être raciste à un certain moment. Tout le monde peut... on vit toujours dans des sociétés patriarcales. Maintenant, ça dépend des parcours de chacun. Je pense que les difficultés au départ, pour moi, c'était les difficultés que rencontre n'importe quel immigré. Le fait de quitter son pays. Quand on vient du sud vers le nord, en général, c'est pas vraiment un choix. C'est un choix obligé. Soit on a fui la guerre, soit on a fui la pauvreté, soit... Donc, c'est pas tellement un choix. Et moi, je répète toujours que l'immigration est quand même un traumatisme, que les pays d'accueil doivent peut-être prendre plus en considération cet aspect psychologique et voir travailler mieux l'accueil aussi. Et donc, quand on arrive, on a toutes ces douleurs-là, cette petite blessure qui se soigne avec le temps, mais qui reste quand même là, ce déracinement, cet éloignement de la famille, et surtout que, aussi, même pour que notre famille vienne nous visiter, pour avoir un visa, c'est pas évident. Donc les frontières sont vraiment très claires. Est-ce que c'est d'autant plus difficile quand on est une femme ? Je pense pas. À ce niveau-là, c'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, ce qui se passe ces derniers temps, c'est que la visibilité, si je vais parler des femmes musulmanes, par exemple, en Belgique, porter un signe visible de l'islam, ça commence quand même... ça fait quelques années que ça pose problème pour pas mal de... Voilà, pour certaines femmes. Et donc... Dans ce cas-là, oui, c'est plus compliqué. Si la femme est croyante et pratiquante et elle croit que le port du foulard fait partie de sa croyance, donc ces femmes rencontrent des difficultés réelles. Et je pense qu'à AOSA, nous sommes une association laïque. Oui, nous sommes les actions, ce que vous êtes et les actions que vous entreprenez. Alors, nous travaillons donc sur deux axes, l'amélioration des droits des femmes en général et la création des ponts entre les cultures et casser des stéréotypes. Donc, nous sommes reconnus en éducation permanente pour la création d'outils pédagogiques qu'on diffuse. Par exemple, sur le harcèlement, on crée des outils pédagogiques sur le harcèlement dans la rue, on fait connaître des photographes du monde arabe, on fait connaître les féministes du monde arabe. Il y a vraiment beaucoup de sujets, on touche à beaucoup de sujets. On est reconnu aussi en cohésion sociale, on fait aussi beaucoup d'activités dans ce sens. On est invité beaucoup à animer chez les autres, donc AOSA n'a pas vraiment son public à elle, mais on est une association de deuxième ligne où on est invité à animer dans les écoles, on rencontre les jeunes, on anime des débats après des projections de films, on travaille avec des formateurs, des futurs enseignants, on travaille avec le corps médical, donc c'est vraiment très large. Je me suis laissé dire aussi que vous poussiez les portes des cafés, ces cafés très masculins, où généralement les femmes n'osent pas trop s'asseoir pour prendre un thé ou un café. Vous entrez et vous communiquez, vous entrez en communication avec les hommes. Quelles sont leurs réactions ? Tout à fait. Donc, Femmes au café, c'est une activité phare, effectivement, de AOSA. Donc, on organisait mensuellement une descente dans un café. Descente, carrément, voilà. comme ça. Et en fait, l'idée, c'est d'amener la mixité au café et d'interroger aussi
les hommes qu'on ne rencontre pas dans les associations. Donc il y a beaucoup d'associations pour les femmes qui travaillent avec les femmes, mais il n'y a presque pas d'associations qui travaillent avec les hommes. Et je pense que c'est très nécessaire, parce que si on veut évoluer les mentalités, il faut travailler vraiment avec les deux. Et donc nous, on a trouvé que d'un côté, on a envie que ces espaces soient plus mixtes et ouverts aux femmes, et d'un autre côté, trouver aussi ce public masculin avec qui on a envie de discuter. Donc on ne donnait pas l'adresse du café, on lançait juste la date et on se donnait rendez-vous quelque part. Et on entrait, c'était un effet de surprise, évidemment. On allait avec les brochures d'Aoussa, donc moi je parle l'arabe, je parle le français. On allait d'une table à une autre, on discutait avec les clients. Et on a toujours été très bien accueillis. Et il y a toujours un effet de surprise qui est un peu drôle. Mais on a fait ça avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humour aussi. On ne vient pas là pour créer la guerre, on vient là vraiment pour discuter, pour lancer des perches, des voilà, touches de réflexion. C'est ça. Et il y a beaucoup d'hommes et de jeunes hommes qui nous ont laissé leurs emails, par exemple, pour qu'on leur communique les activités, des activités d'Aoussa. Donc il y a un travail nécessaire sur les mentalités et sur les mentalités des hommes et les femmes en même temps. Alors je vous propose de regarder un extrait du documentaire réalisé par Isabelle Bonny-Claverie, cette réalisatrice française. Son documentaire s'appelait « Trop noire pour être française ». Elle l'a réalisé car elle avait été choquée en 2010 des propos de Jean-Paul Guerlain. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait dit, je cite, « Pour une fois, je me suis mise à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin. » Voilà, 3 petits points. Propos donc pour lesquels il fut condamné. Un petit extrait de ce documentaire avec une rencontre avec Isabelle Bonny-Claverie et puis ensuite aussi une rencontre avec Angela Davis, grande figure du féminisme, de la lutte féministe noire aux États-Unis. On se retrouve juste après. Ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, cette ascension sociale, elle est beaucoup plus difficile pour les personnes d'origine extra-européenne et que finalement, même lorsqu'ils sont arrivés à un certain niveau, il y a ou un plafond de verre qui se met en place, où il y aura toujours un moment où on va leur rappeler, effectivement, entre guillemets, d'où ils viennent, où on va les ramener à leur couleur de peau, à leur apparence. Et en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que historiquement, que ce soit les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, sont arrivés en Europe comme force de travail pour travailler. Donc, ils appartenaient aux classes sociales les plus défavorisées. Et donc, il y a quand même cette double articulation de la classe et de la race qui est permanente. Et du coup, même dans le regard, je pense, dans le regard des gens, il y a quand même toujours cette idée qu'un noir est socialement inférieur. Parce qu'effectivement, le noir était esclave, après il était ouvrier. Je veux dire, il était là pour faire le travail que les autres Européens ne voulaient pas faire. Ce n'est qu'à l'âge de 19 ans, en passant l'été à New York et en discutant avec des Noirs américains, bien plus au fait des questions raciales que moi, que j'ai compris que l'image des Noirs véhiculée par les médias était loin d'être innocente. Elle relevait d'une longue histoire où s'entrecroisaient esclavage, colonisation, fantasmes et préjugés. Comme l'a dit Simone de Beauvoir, si vous vivez assez longtemps, vous verrez que chaque victoire se transforme en défaite. Mais j'aime à dire aussi que si vous vivez assez longtemps, vous pouvez transformer chaque défaite en victoire. Mais cela demande un sens collectif du dévouement. Et je pense aussi que vous n'avez jamais de garantie. Vous ne savez jamais quelles seront les conséquences. Vous devez toujours agir selon la vision de l'impératif catégorique de Kant. Vous devez agir comme si c'était possible de changer le monde et penser aux choses merveilleuses qui peuvent en résulter.
Voilà, donc Angela Davis a l'air de nous dire don't give up, ne jamais baisser les bras, ne jamais laisser tomber. Et puis Isabelle Bonny-Clarvie, elle parle tout de même de ce plafond de verre que l'on retrouve pour les femmes, a fortiori de communautés étrangères. Par exemple, vous, Élie, en politique, puisque vous venez aussi, vous êtes assistante parlementaire, vous avez été pendant de nombreuses années assistante parlementaire au Parlement européen. Est-ce que ce plafond de verre est réel, notamment en politique, pour les femmes et les femmes étrangères? Alors, je trouve que les femmes ne sont pas bien représentées généralement dans la politique. Même le cas en Belgique, c'est une femme sur 3. Donc, quand même, il y a 30% des femmes maintenant dans le Parlement, ce qui n'est pas assez, donc ce n'est pas égalitaire, bien sûr. Et donc, je trouve qu'il y a quand même assez de progrès à faire là-dessus pour que les femmes puissent prendre plus de pouvoir. Et par exemple, les bourgmestres en Belgique, il y a 82% qui sont des hommes. Et on voit toujours les mêmes têtes. Et puis finalement, ils s'accrochent à leur pouvoir. Donc c'est toujours, même en vieillissant, ils restent en politique. Donc il y a... Je crois qu'il faut dynamiser un petit peu plus la politique. Par contre, les partis politiques prennent quand même une certaine forme de diversité en invitant des femmes de communautés différentes sur leur liste. Est-ce que c'est un bon moyen ou est-ce que c'est fait entre guillemets par un peu de populisme? Allez, n'ayons pas peur des mots. Oui, c'est bien d'avoir des quotas finalement, parce que finalement, c'est bien d'avoir une représentation quelconque. Mais il faut choisir ces représentants d'une manière plus sélective, parce que je vois que c'est plutôt la connaissance de quelqu'un qui vient par hasard, en fait, qui ne comprend pas ce que c'est la politique ou qui ne suit même pas l'actualité et qui se trouve d'un coup en train de changer les politiques. Donc, je trouve qu'il peut y avoir... donc plus de diversité et plus de femmes avocates, médecins, etc., qui devraient aussi prendre le pouvoir pour pouvoir influencer les politiques de santé, les politiques d'éducation, les politiques de défense. Voilà. Alors justement, vous m'en parliez aussi hors antenne, les femmes et la défense. Donc, les femmes et le pacifisme aussi. Est-ce que les femmes peuvent penser justement avoir des responsabilités dans ce domaine-là, extrêmement réservé aux hommes depuis longtemps? Oui, je crois que c'est un des succès. Donc, il y a du progrès pour les droits de femmes. Maintenant, on s'exprime de plus en plus dans les domaines qui étaient un petit peu tabous. Et effectivement, il y a de plus en plus des femmes qui sont des ministres de la Défense. On voit ça en France, on voit ça en Allemagne. Donc, maintenant, je viens de lire qu'il y avait 80% de femmes qui sont dans l'armée belge. Et donc, les forces spéciales belges, ils veulent recruter des femmes. Parce qu'ils trouvent qu'ils facilitent l'intégration là où ils vont, ils facilitent la communication. Et ils sont peut-être un facteur de paix. Parce qu'il n'y a pas cette agressivité des hommes qu'on puisse trouver chez les femmes. Donc, peut-être qu'ils cherchent plus un compromis, ils jouent plus un rôle de médiation, donc c'est constructif. Donc je suis contente de voir que les femmes, elles s'engagent dans ces domaines de sécurité. Alors elles s'engagent, mais devraient s'engager encore plus, raison pour laquelle vous avez créé ce groupe, cette plateforme Dialogue pour l'Europe. Concrètement, qu'est-ce que vous faites, quasi au quotidien, je dirais, pour convaincre les femmes de s'investir de manière citoyenne et politique? Comment les attraper et leur expliquer les choses? Voilà. Déjà, il faut leur expliquer à tout le monde, les femmes représentent quand même 50% des électeurs, qu'est-ce que c'est l'Union européenne. Parce qu'en ce moment, voilà, on a parlé de populisme. Je crois qu'on ne parle pas ça assez dans les médias nationaux de l'Union européenne et de ses acquis. Donc, on pense qu'il y a eu toujours de la paix dans ce continent. Mais alors qu'on oublie qu'on était en train de faire la guerre et que c'est grâce à cette construction européenne qu'on a pu vivre une époque où il y a eu peu de conflits internes dans l'Union européenne. Donc, il faut expliquer donc, dans le quotidien à quoi ça sert l'Union européenne, à quoi ça sert d'avoir l'Erasmus, de connaître d'autres cultures, à quoi ça sert d'avoir des politiques de cohésion, à quoi ça sert d'avoir des politiques communes comme la pêche, à quoi ça sert d'avoir une défense commune, à quoi ça sert d'avoir des frontières communes, donc qu'on protège
protège ensemble. Et donc tout ça, je crois que ça amène les gens plus à réfléchir et à moins critiquer, parce que finalement, on oublie ce qu'on a déjà construit pendant des années. Et c'est facile d'accuser Bruxelles pour certaines choses qui vont mal. Mais voilà, on essaie déjà de sensibiliser les gens. On essaie qu'ils aillent voter, parce que c'est vrai qu'il y a une grande absentéisme. On va voir maintenant dans les élections européennes qui viennent en 2019. Il faut qu'il y ait plus de gens qui votent pour qu'il y ait moins de populisme. A fortiori des femmes également, puisqu'il y a beaucoup de politiques qui les concernent. Quelles sont les femmes que vous touchez, qui vous rejoignent ou qui viennent vous écouter? Elles viennent d'où? Et elles ont quel profil? Alors, ça change. Là, dernièrement, on a organisé une conférence. C'était sur la transparence. Donc, justement, on voulait discuter et rendre les institutions européennes un petit peu plus transparentes, surtout le Conseil. Et vous savez, à la tête de l'ombudsman européenne est une femme. Donc, on voulait l'inviter. Elle était remplacée par quelqu'un. Et du coup, on voulait aussi qu'elle serve d'un modèle de rôle pour les autres femmes. Et donc, qu'elle puisse aussi les éclaircir sur ces sujets. Donc, souvent, on organise des débats et on essaie d'inclure les femmes dans ces débats. Et maintenant, on essaie d'organiser un autre débat sur la défense et donc le rôle de la femme dans le domaine de défense. Et je crois que quand les élections s'approchent, on va discuter ces thèmes-là. Noura, il faudra proposer aux femmes de AOSA d'aller à des conférences et de venir rejoindre Élie peut-être. Je voudrais, avant qu'on termine... Parce que ça galope, l'émission est sur le point de se terminer. Peut-être un petit point sur la laïcité. Est-ce que vous pensez toutes les deux que la laïcité aide l'émancipation des femmes et des femmes de communautés étrangères? Je me permets juste de revenir une minute sur les discriminations et l'intériorisation des discriminations. Donc, effectivement, les femmes ont souffert depuis des siècles de discrimination et elles ont intégré ces discriminations, qu'elles s'interdisent elles-mêmes de toquer à certaines portes, d'investir certains domaines. C'est ce qui se passe aussi chez les personnes immigrées. Donc les discriminations, elles sont réelles. Elles sont réelles vis-à-vis des jeunes, c'est pas la même chose d'avoir un nom sur un CV, de s'appeler Daniel ou de s'appeler Mohamed. On n'a pas la même réaction. Et donc on finit par intérioriser les discriminations et de s'empêcher... de ne plus oser. Voilà, de ne plus oser. Donc on travaille aussi sur ça, comment dépasser ses limites, parce qu'on n'est pas dans un monde idéal. On essaye quand même de le rendre meilleur, mais on n'est pas encore. Et donc, en attendant, on travaille aussi sur soi. C'est ce qu'on travaille aussi à la Maison des femmes à Molenbeek, c'est ce qu'on travaille aussi à AOSA. Beaucoup de coaching en développement individuel pour dépasser ses limites à soi et aller de l'avant. Maintenant, pour la laïcité, pour rapidement, moi... en 15 secondes. La laïcité est un principe fondamental pour l'égalité entre les citoyens et les citoyennes. C'est la garantie de l'indépendance de l'État. Mais ce n'est pas une énième religion non plus. Donc la laïcité doit pouvoir garantir la liberté de croyance et de non-croyance de toutes et tous et l'expression de ces croyances. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir été avec nous. Là, c'est déjà terminé. Je voulais vous conseiller ce livre si vous aviez envie de poursuivre la réflexion. Angela Davis, justement, Blues et féminisme noir. Il y a même un petit CD à l'arrière, donc des textes, des poèmes et de la musique noire. Allez, juste vite, rapidement, une petite phrase parce que je la trouvais terrible. Les filles, écoutez mon conseil. Prenez un homme qui travaille quand vous vous mariez et laissez tomber les beaux parleurs. Si un beau parleur arrive chez toi, éteins les lumières et ferme ta porte à clé. Allez, Power, Woman Power. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Merci à tous de nous avoir écoutés.